faisant de leur mieux, mais le 16 continuait à se coincer. Ils le jetaient et essayaient d'en attraper un autre. Saviez-vous que des soldats américains au Vietnam ont été retrouvés morts avec leurs fusils démontés ou des baguettes de nettoyage coincées dans le canon, montrant qu'ils essayaient désespérément de faire fonctionner leur M16 dans leurs derniers moments? Des rapports arrivaient d'escouades où la moitié de leurs fusils cessaient de tirer au milieu de la bataille. Cela est allé si loin que les soldats me faisaient plus du tout confiance à leurs armes, écrivant chez eux et suppliant leurs familles d'envoyer des kits de nettoyage. Ce n'est que plus tard, après que des centaines de soldats étaient déjà morts, que la vérité est finalement sortie. Que s'était-il réellement passé et de qui était-ce la faute? Et la réponse pourrait vous choquer, tout comme elle a choqué les soldats quand ils ont réalisé que le pays même pour lequel ils se battaient les avait laissés tomber. Donc, pour que cette histoire ait un sens, commençons par comprendre pourquoi le fusil M16 a été fabriqué de cette façon. Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine s'est retrouvée avec une variété d'armes différentes en différents calibres pour son infanterie. Ils avaient des BAR chandrés en 30-06, des M1 Garand, et des mitrailleuses M1919, des pistolets mitrailleurs 45 ACP comme le Thompson et le soi-disant Grease Gun. Ensuite, il y avait la carabine M1 en calibre 30 carabines, et toutes ces armes étaient mélangées dans chaque escouade d'infanterie. La guerre a montré à quel point il était difficile de réapprovisionner les unités pour livrer à chaque soldat le type exact de munitions dont il avait besoin, sans parler du fait qu'il fallait produire tous ces différents types d'armes, munitions, chargeurs et équipements pour eux, puis former les soldats à les utiliser tous. Donc, alors que la poussière de la Seconde Guerre mondiale se déposait lentement, l'armée américaine a cherché une nouvelle arme universelle dans un calibre unique. Les pays de l'Alliance OTAN nouvellement formés ont convenu de développer des armes autour d'un calibre unique afin qu'ils puissent se soutenir mutuellement avec des munitions si une nouvelle guerre mondiale éclatait. Et cela est devenu le 7,62x51 OTAN. Ils ont ensuite construit ce qui était essentiellement un M1 Garand amélioré chambré dans ce calibre, le M14. Il avait un boîtier en acier lourd et une crosse en bois, un chargeur de 20 cartouches, et pouvait même tirer en automatique complet, mais il ressemblait à cela. Il pesait environ 10 livres chargés, et on réaliserait bientôt que cette cartouche était plus adaptée aux mitrailleuses spécialement conçues qui pouvaient gérer le recul d'une cartouche de pleine puissance en tir automatique. En même temps, ils examinaient des données d'après-guerre qui montraient que la plupart des échanges de tirs se produisaient bien dans les 300 yards, et que les soldats touchaient rarement quoi que ce soit au-delà de cette distance avec leurs fusils standards. Maintenant, les pistolets mitrailleurs ne sont pas très bons pour quoi que ce soit au-delà de 50 yards. Mais une cartouche de calibre 30 de pleine puissance était définitivement excessive sous cette portée. Avec cela à l'esprit, et tout en essayant de moderniser le M14, le concepteur d'armalite Eugene Stoner a développé l'AR-10, mais a rapidement eu une idée encore meilleure. L'AR-10 était chambré dans le même calibre, mais utilisait de l'aluminium de qualité aéronautique et du plastique au lieu d'acier et de bois. Il a également introduit un nouveau système d'emprunt direct de gaz, qui renvoyait le gaz directement dans le porte-verrou pour faire fonctionner l'action. Cela a considérablement réduit le recul et a permis à la crosse et au canon d'être en ligne droite. Cependant, il a été encouragé par ces données sur la plupart des échanges de tirs se produisant à courte portée et par la performance nouvellement découverte des cartouches de petit calibre à haute vélocité, telles que le 223 Remington, qui deviendrait plus tard le 5,56 OTAN. Il a ensuite pris le concept prometteur de l'AR-10 et l'a essentiellement réduit à l'AR-15, chambré dans ce nouveau calibre. Maintenant, c'était un grand pas en avant avec le fusil d'apparence moderne, pesant moins de 7 livres. Mais ce qui était le mieux à son sujet, c'était à quel point il était contrôlable à tirer. Il n'avait presque aucun recul avec des tirs simples et était incroyablement contrôlable en automatique complet. Le long canon de 20 pouces donnait au petit projectile une vitesse initiale très élevée d'environ 3200 pieds par seconde, et il compensait par la vitesse son poids léger pour rester très destructeur sur le corps humain. Les tests ont montré qu'il culbuterait souvent en touchant un os, causerait un hydrochoc, et de cette façon créerait des dommages similaires au beaucoup plus grand 7,62. Une fois au combat, ce ne serait pas exactement comme ça. Les soldats ont réalisé qu'ils devaient toucher leurs ennemis plusieurs fois pour les arrêter, car la petite cartouche rapide traversait directement le corps et causait des dommages minimes si aucun organe vital n'était touché. Mais ce n'était pas un problème qui tuerait très bientôt des soldats américains équipés de cette nouvelle arme. Il s'est avéré être quelque chose de beaucoup plus sombre. À travers des tests et des essais, je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Ils ont finalement créé le M16. L'armée américaine a vu ce fusil comme une solution dont ils avaient besoin pour standardiser une seule arme, et il a été choisi plutôt que le M14, qui avait la plus courte durée de service, étant retiré essentiellement dès qu'il a été introduit. Vous voyez, de cette façon, le soldat avait une plateforme assez capable pour les engagements de moins de 300 yards, mais pouvait porter presque 3 fois plus de balles que le 7,62 pour le même poids, ce qui n'est pas une petite différence. Maintenant, alors que les tensions au Vietnam augmentaient,
Les premiers M16, toujours désignés expérimentaux, ont été envoyés pour des tests sur le terrain et au combat. Ils ont été expédiés aux conseillers américains et aux unités d'élite sud-vietnamiennes qui combattaient les guérilleros communistes à l'époque. Et très vite, les soldats étaient ravis de l'ergonomie, de la précision et de la légèreté. Juste idéal pour les patrouilles dans la jungle. Le M16 a été loué et dans les rapports décrit comme supérieur à pratiquement tous égards aux armes de la Seconde Guerre mondiale. Sa crosse en plastique ne gonflait pas et ne se courbait pas dans le climat tropical humide comme le faisait le M14, et il se comportait bien dans la saleté et la boue. Ils ont signalé des fonctions minimales à presque normales après avoir tiré des milliers de cartouches à la fois sur le champ de tir et au combat. Et ces rapports n'ont fait que consolider le M16 comme la vraie réponse pour l'armée américaine. Il a donc été entièrement adopté et est entré en production, délivré à toutes les unités juste à temps, alors que la guerre au Vietnam s'intensifiait en 1965 et qu'un grand nombre d'unités d'infanterie américaines arrivaient. Cependant, lorsqu'ils sont entrés au combat pour la première fois, le choc complet est arrivé. Des dizaines de milliers de jeunes soldats sont descendus des transports portant leurs fusils noirs élégants dont tout le monde leur avait dit que du bien. Ils avaient toutes les raisons de croire qu'ils penaient l'arme la plus moderne pour écraser les guérilleros armés de vieux AK rouillés. De grandes patrouilles à travers la jungle et les rizières ont maintenant été lancées pour trouver et débusquer l'ennemi. Et bientôt, les premiers échanges de tirs à grande échelle ont éclaté. Mais, puis tout d'un coup, leurs fusils de pointe qui avaient été loués jusqu'à présent ne fonctionnaient pas. Après quelques chargeurs tirés lors de véritables batailles, le M16 cessait simplement de tirer. Les soldats ramassaient des fusils de camarades tombés et continuaient à tirer jusqu'à ce que ceux-ci cessent aussi. Ils essayaient frénétiquement de nettoyer les bourrages. Mais dans la plupart des cas, il n'y avait rien qu'ils puissent faire. Des rapports ont commencé à affluer de la moitié des fusils de l'escouade se bloquant pendant les échanges de tirs. Des soldats retrouvés morts à côté de leurs fusils démontés, essayant manifestement de les faire fonctionner avant d'être tués. Certains devaient utiliser des fusils comme des gourdins, et avec des baïonnettes dans des combats désespérés au corps à corps, tandis que quiconque avait une arme de poing était considéré comme chanceux. Les soldats essayaient désespérément de prendre n'importe quelle arme fonctionnelle qu'ils pouvaient trouver, même de l'ennemi, juste pour avoir quelque chose avec quoi combattre. Un chef de peloton a furieusement signalé que 32 des 80 fusils de sa compagnie ont mal fonctionné lors d'un seul engagement, et la bataille s'est transformée en horrible combat au corps à corps, avec des soldats utilisant littéralement leurs couteaux et casques pour tuer l'ennemi. Même lors de la conduite de reconnaissance par le feu pendant les patrouilles, les soldats découvraient que leurs fusils se coinçaient après quelques rafales, les laissant sans armes si quelqu'un ripostait. Et beaucoup de fois cela se produirait. Personne n'avait aucune idée de ce qui se passait. Ils ne pouvaient même pas imaginer quelle était la vraie raison derrière ces dysfonctionnements. Pour aggraver encore les choses, le M16 était annoncé comme le fusil auto-nettoyant pour une raison quelconque, comme si cela existait même. Et ils ont été délivrés, écoutez ceci, 100 kits de nettoyage. Pas un seul kit de nettoyage de calibre 22 n'a été envoyé avec les premières expéditions d'environ 85 000 fusils pour toute l'année. Et les manuels n'insistaient même pas sur l'entretien. Ils opéraient dans la jungle, rappelez-vous, avec plusieurs patrouilles de plusieurs jours à travers la boue et les rizières. Les soldats ont rapidement écrit chez eux, demandant des baguettes de nettoyage pour fusils de chasse et de l'huile pour armes que l'armée ne leur donnait pas. Il existe un cas enregistré où un soldat, le seul de son peloton avec une baguette de nettoyage, courait de position en position pendant un échange de tirs et nettoyait les bourrages jusqu'à ce qu'il soit abattu et tué. Mais la jungle n'était pas le problème. Loin de là. L'une des plus grandes causes de coincement du M16 était les cartouches déchirées. L'étui usagé gonflait et son rebord se déchirait. Il restait coincé dans la chambre. La seule façon de le dégager était de le pousser avec la baguette depuis la bouche. Ces mêmes baguettes qui n'étaient pas délivrées, vous savez. Les soldats étaient juste furieux, incapables de comprendre pourquoi cela se produisait tout d'un coup avec un fusil qui était censé être révolutionnaire. Les canons sont devenus si obstrués par les résidus de poudre que la lumière ne les traversait même pas. Pourtant, l'arme était censée être entre guillemets auto-nettoyante. Les enquêteurs de Colt ont rapidement été envoyés pour découvrir ce qui se passait avec leurs fusils. Et ils finiraient par le découvrir. Bien que pendant des années la réponse ait été cachée, car elle révélerait une négligence criminelle ou, selon beaucoup, un sabotage pur et simple du M16 par le pays même pour lequel ces soldats tués avec des fusils défectueux se battaient, voici la chose. Pendant le développement précoce, l'AR-15 avait été testé avec la poudre commercialement connue sous le nom d'IMR4475. C'était une poudre en forme de bâton qui brûlait à un rythme prévisible et produisait une pression modeste mais laissait peu de résidus de poudre. Plus tard, alors que le M16 passait par sa phase de test, les munitions basées sur ce type de poudre étaient utilisées. Et le fusil n'avait aucun problème de fiabilité, surtout nulle part près des pannes catastrophiques vécues au Vietnam. Cependant, en 1964, le département d'artillerie de l'armée a pris le contrôle de l'approvisionnement, et pour une raison quelconque, juste avant que le fusil ne soit sur le point d'entrer dans une guerre à grande échelle, a changé le type de poudre dans ses munitions pour VZ 846,
communément connue sous le nom de poudre à billes. Maintenant, la poudre à billes avait été introduite pendant la Seconde Guerre mondiale et elle était beaucoup moins chère à produire en énormes quantités, principalement utilisée comme propulseur pour les obus d'artillerie. L'armée avait d'énormes stocks de cette poudre et a vu l'opportunité parfaite de l'utiliser dans la nouvelle guerre à venir. Donc, au tout dernier moment, avant que l'infanterie américaine n'arrive en nombre significatif au Vietnam, ils sont passés à cette poudre pour les cartouches M16. Et regardez cela. Sans aucun test préalable, le concepteur du M16 n'a même pas été consulté sur le changement de poudre. S'il l'avait été, ce désastre au Vietnam aurait probablement pu être évité avec les ajustements nécessaires au fusil pour gérer cette munition maintenant très différente. Maintenant, voici ce que cette nouvelle poudre a réellement fait au M16. Premièrement, elle brûlait plus vite et produisait une pression beaucoup plus élevée. Cela a augmenté la vitesse initiale et même la cadence de tir à plus de 1000 cartouches par minute alors que le verrou était poussé en arrière plus rapidement. Le fusil n'était absolument pas conçu pour rien de tout cela. La cartouche n'était pas non plus conçue pour une telle pression et se déformait et gonflait après le tir ou ses rebords se déchiraient pour la même raison, causant ces défauts d'extraction qui sont devenus le dysfonctionnement caractéristique du M16. La poudre à billes laissait également beaucoup plus de résidus non brûlés qui obstruaient le canon, revenaient à travers le système de gaz et s'accumulaient au cœur du mécanisme. Quand elle refroidissait, elle devenait comme du plastique dur qui causerait toutes sortes de problèmes. Et en plus de tout cela, les soldats n'avaient rien pour le nettoyer ou entretenir correctement le fusil. Il n'existe pas de fusil auto-nettoyant au monde. Cependant, l'artillerie de l'armée ne s'est pas arrêtée là. Avec son aide, entre guillemets, pour le M16, ils ont également insisté pour ajouter une fonction d'assistance avant qui n'était absolument pas nécessaire. Même le concepteur du M16 a protesté contre cela puisqu'elle ajoutait seulement plus de façons pour la saleté d'entrée. Le M16 était déjà conçu de manière à ce que si une cartouche ne se chambrait pas comme elle le devrait, le soldat pouvait tirer à nouveau la poignée d'armement et la relâcher, ce qui chambrerait correctement la cartouche ou éjecterait celle défectueuse. La pousser avec l'assistance avant par force déformerait simplement la cartouche et la ferait rester coincée dans la chambre sans maintenant aucun moyen de la sortir. Mais il y a encore plus à cela. On dit aussi que le M16 devait être remplacé bientôt. Donc l'artillerie de l'armée ne s'est pas embêtée à dépenser de l'argent sur l'équipement autour du fusil, comme par exemple de bons chargeurs. Les chargeurs initiaux de 20 cartouches étaient destinés à être entre guillemets semi-jetables. Ils étaient donc fabriqués à bon marché en aluminium. Et après utilisation sur le terrain, les lèvres du chargeur se courbaient et les ressorts s'affaiblissaient, ajoutant simplement au poids de dysfonctionnement déjà catastrophique. Avez-vous déjà remarqué dans les films des soldats tapant le chargeur sur leur casque avant de l'insérer dans le fusil? Eh bien, ils faisaient réellement cela pour secouer les cartouches à l'intérieur, car elles se coinçaient souvent lors de l'alimentation. Cette crise de coincement a été discrètement étouffée à travers la chaîne de commandement. Mais une fois que les lettres et interviews des soldats ont atteint le public en nombre alarmants, quelque chose devait finalement être fait. Avant de découvrir qui était derrière toutes ces ingénieuses améliorations entre guillemets, l'armée américaine devait empêcher ses soldats de se faire tuer. La première priorité était d'envoyer des kits de nettoyage et des manuels aux unités de première ligne. Les nouveaux M16 ont été redessinés avec une trappe dans la crosse qui contenait un petit kit de nettoyage pour qu'un soldat l'ait toujours à portée de main. Et les nouvelles troupes ont été instruites sur la façon d'entretenir leurs fusils sur le terrain. La chambre a été chromée et peu après, l'alésage l'était aussi, pour qu'il ne rouille pas et soit plus facile à nettoyer des résidus de poudre. Même les fusils déjà déployés ont été modernisés avec ces caractéristiques. Un tampon et un ressort plus forts ont été introduits pour un meilleur contrôle pendant l'automatique complet, réduisant la cadence de tir à 800 cartouches par minute plus contrôlable comme initialement prévu. Cela a également réduit le stress sur les autres pièces. Finalement, le problème de la poudre a été abordé et elle a été reformulée et stabilisée pour mieux fonctionner avec le fusil et produire moins de résidus qui causaient des problèmes. De meilleurs chargeurs réutilisables ont également été livrés avec des chargeurs de 25 et 30 cartouches commençant à apparaître également. Beaucoup d'autres petits ajustements ont également été faits, comme l'extracteur et le cache-flamme a été changé d'un ouvert à 3 dents à un fermé appelé cage à oiseaux, pour qu'il ne capte pas la saleté ou ne s'accroche pas aux vignes dans la jungle. Le M16 a alors commencé à être aussi fiable et efficace qu'il l'était dans sa phase expérimentale. Et les soldats ont lentement commencé à faire confiance à nouveau à leurs armes. Mais maintenant, pourquoi tant de soldats ont-ils dû mourir d'abord? Ont-ils été littéralement sabotés par le service d'armement de l'armée elle-même? Et si oui, pourquoi? Et y aurait-il des conséquences pour les responsables? Eh bien, le Congrès a tenu des audiences, les enquêteurs en parlaient de négligence criminelle ou même de sabotage délibéré. Et pourtant, aucun individu n'a jamais été véritablement tenu responsable des décisions qui ont mis des fusils défectueux entre les mains des soldats. Ils ont dissous l'ancien département d'armement de l'armée et fermé l'arsenal de Springfield en 1968. Alors que le fusil lui-même a été redessiné en tant que M16A1,
Personne n'a été licencié, poursuivi ou rétrogradé pour la débâcle qui a coûté la vie à de nombreux soldats américains. Quant au M16, il a évolué à travers de nombreuses améliorations. Une fois les problèmes résolus, il s'est lentement orienté davantage vers la carabine M4, qui est le descendant direct du M16, juste plus court et plus léger, avec une grande variété d'accessoires qui pouvaient être ajoutés. Et il a lentement remplacé le M16 en tant que nouveau fusil d'infanterie standard.